Ça y est, ça y est. Nous sommes riches, regarde. Allez, viens. Ouais. Ah, on y est arrivé, c'est pas trop tôt. On y est arrivé. On est riche, vieux. On va se retirer en Floride maintenant. Ah. Ah, phew. Tu sais, Billy, on s'est paumé. But now we come to a period that I call the battle for identity. Lies my grandma told me. Yeah, superstitious devices. Lies my grandma told me. What? Urban mythological rules of bubble mice. Yeah. Salut les kids et bienvenue dans En attendant Godard, saison 17, épisode 43, season final. Cette semaine, émission, gloire, perdition et tenir la ligne. Chaque jour, les nostalgies le rongeaient sans retour, il dérivait, privé de tout retour. Il craignait tant le souffle du temps sur lui, dans l'au-delà, fait de son âme une branche, de son corps un talus. Mais Dieu apaise l'ange, l'ange déchu. Enfin bref, il est 19h et comme disait Peter, c'est l'heure. Eh oui, vous êtes bien dans En attendant Godard, l'émission de cinéma qui est mieux que les autres. Donc vous l'aurez peut-être compris via cette citation d'une chanson de Jean-Louis Murat. Donc... Oui, je me disais que c'était un poil plus sophistiqué en termes d'écriture que d'habitude. Que Dorothée, par exemple. Voilà, oui. que Dorothée la semaine dernière. Donc, vous l'avez peut-être compris, nous parlerons ce soir de la carrière du cinéaste Dennis Hopper, pas de sa carrière de comédien, mais de sa carrière de cinéaste. Pourquoi ? Parce que pourquoi pas ? On avait envie. En fait, c'est le deuxième volet de notre série Les réalisateurs de droite qu'on aime bien. Exactement, c'est ça. Donc voilà, nous parlerons des 7 longs métrages qu'il a réalisés entre 1969 et 1994. Et pour parler de ce jeu au programme autour de cette table, il y a bien évidemment la fine fleur de la critique du Grand Ouest à ma gauche, toujours à ma gauche, il a carrément Floré. Bonsoir Thibaut. Salut Thomas, salut à toutes et à tous. Il y a également le docteur Erwan. Bonsoir docteur. Bonsoir. Il y a Margot à la mise en son de cette émission qui vous coucoute. Donc voilà, ce sont les forces en présence. Pas de news, pas d'agenda. On a fait un petit peu tout ce qui allait se passer cet été la semaine dernière. C'est-à-dire rien. C'est-à-dire pas grand-chose, effectivement, voilà. On peut le dire. À part si la trilogie Pusher la semaine prochaine qui passe en séance unique à l'Arvor jeudi, vendredi et samedi à 18h15 ou 18h si mes souvenirs sont. Donc voilà, nous allons passer tout de suite donc à la session critique de cette émission avec un petit extrait justement d'un film du bon Dennis. All right, now listen, Dean, this is the death of Billy the Kid. And I want it legitimate and different and better than it's ever been done. When I squeeze off a couple of shots at you, you take it, hit it, and hit it hard. I want balls when you die. All right, let's roll them. All right? Action. Vous êtes toujours dans En attendant Godard sur Syllab et donc ça était un extrait de The Last Movie, film réalisé par Dennis Hopper en 1971 et vous avez entendu la voix suave et délicate et à nul autre pareil de Samuel Fuller donc, qui joue dans le film. Et donc Dennis Hopper, pourquoi on parlait justement ? Parce qu'on en avait envie, c'est un cinéaste qui a été marquant ici pour plein de raisons, notamment avec certains films qui nous ont beaucoup marqué, je pense, au cours de notre carrière de cinéphile, si on peut dire. Donc rapidement, Dennis Hopper né le 11 mai 1936 et mort il y a 15 ans déjà, le 29 mai 2010. Donc, un garçon à la carrière pour le moins bigarrée, que ce soit en tant que cinéaste ou en tant que comédien, parce qu'il s'est fait principalement connaître en tant que comédien dans les années, fin des années 50, début des années 60, en jouant dans des films avec James Dean, dont il était le copain, dans Géant et la fureur de vivre. Et puis dans plein de westerns aussi. Et dans plein de westerns, et vu un peu comme un potentiel nouveaux acteurs de l'époque, mais son comportement hiératique. Comment dire, borderline, hiératique, dès les années 60, l'éloigne un petit peu des studios et ce sera assez régulier dans sa carrière. Je crois qu'il a été pas mal marqué par la mort de James Dean, oui. Ce qui a quand même cassé un truc chez lui, pas simplement dans sa carrière, mais voilà, je pense qu'il y a d'amitié. Ouais, voilà, il y a vraiment un truc. Et donc juste pour faire un peu le panorama comme de la carrière d'acteur, ça sera régulièrement le cas parce que justement son comportement borderline justement va régulièrement le faire qu'il va être écarté un petit peu par les studios jusqu'on va dire au mi-temps des années 80 quand il fait le pied de grue à David Lynch pour incarner le méchant dans Blue Velvet, où là il va entamer une deuxième partie de carrière où il jouera pas
uniquement, mais souvent des méchants de luxe, un petit peu dans les grosses productions tunées comme Speed ou bien Waterworld par exemple. Et donc voilà, ce sera un peu ça, jusqu'à finir sa carrière comme il était vu, on y reviendra, comme une figure de la contre-culture américaine, et en fait il se révélera être un bon américain républicain, pro-Bush, voilà, jusqu'à la fin de sa vie. En dehors de sa carrière d'acteur et de cinéaste, Dennis Hopper était aussi reconnu comme étant un poète et un photographe, parce qu'il prenait des photos dès les années 60 déjà. Il a eu de nombreuses expositions. D'ailleurs, c'était un excellent photographe, justement, pour essayer de capturer l'âme de l'Americana, qui est aussi un des thèmes centraux de son cinéma, sur lequel on va revenir. Et donc, je le disais, années 60, Dennis Hopper est un peu un genre de paria auprès des grands studios en tant que comédien. Il apparaît de temps en temps dans des productions de Sam Margolin, de Roger Corman. Et justement, chez Roger Corman, avec plusieurs de ses camarades, notamment son pote Peter Fonda, ils apprennent à se débrouiller pour faire des films dans des petites économies, pour le moins. Et il demande à Roger Corman de produire un de leurs projets. Roger Corman refuse et il s'en mordra les couilles jusqu'à la fin de sa vie, puisque ce fut l'un des films indépendants les plus rentables donc de toute l'histoire du cinéma en 1969. Film marquant pour Hollywood pour plein de raisons. C'est donc Easy Rider qui déboule sur l'épopée de deux motards donc joués par Peter Fonda et par Dennis Hopper qui traverse l'Amérique après avoir réussi un deal de drogue avec Phil Spector. Et donc, tiens. Et donc, quelle bonne idée. Ils vont traverser une partie de l'Amérique et rencontrer tout un tas de gens qui, visiblement, n'aiment pas les azous à blouson cuir et à cheveux longs. Sauf Jack Nicholson qui est cool. Voilà, sauf Jack Nicholson qui croise sur leur route, qui joue un avocat, qui vont embarquer dans leur périple. Donc, on va filmer extrêmement important quand même de l'histoire du cinéma américain, film qui a un peu lancé ce qu'on appelle le nouvel Hollywood, avec 2 ans avant le Bonnie and Clyde de Arthur Penn, mais même si les deux films sont très très différents en termes formels, ils ont eu en tout cas un impact culturel et commercial indéniable qui a changé aussi pendant au moins une décennie la manière dont les studios pouvaient envisager le cinéma, et notamment le cinéma à destination de la jeunesse, puisque Easy Rider, donc, qui conclut une décennie d'expérimentation politique, de révolte et de manière de bouleversements socio-culturels et aussi d'exploitation avec les films de motards, parce que c'est le croisement entre la contre-culture hippie et les films de motards à la Corman, justement. Exactement. Il y avait avec John Cassavetes, si avec Cassavetes, avec Peter Fonda. Voilà, enfin, tout ce qui était après, comment l'équipe est sauvage. Exactement. Le film avec Brando. Et donc c'est pour ça qu'Easy Rider aussi est un marqueur de son époque et qu'il a été à ce point important. On va rentrer directement dans le vif. Thibaut, Easy Rider, qui est quand même un de tes films préférés. C'est mon film préféré. Qu'est-ce qu'on peut en dire? C'est ton film préféré. C'est mon film préféré. Je savais pas ça. C'est ton film préféré. Alors je suis pas rentré en cinéphilie avec Easy Rider, mais c'est un film qui, la première fois que je l'ai vu, m'a très profondément marqué, peut-être pas pour les bonnes raisons. Je voyais peut-être le côté fun, la célébration contre-culturelle et qui est là, qui est bien entendu présente, qui est là, mais toutes les nuances et les subtilités que Dennis Hopper et Peter Fonda, le film en fait est vraiment indissociable de Hopper et Fonda. Ouais. Vraiment. Parce que c'est Peter Fonda qui a amené le projet à Dennis Hopper, qui co-scénarise. Il co-scénarise et avec Terry Southern. Et en fait, c'est Peter Fonda qui a demandé à ce que ce soit Dennis Hopper qui le réalise pour qu'ils aient vraiment main mise sur le projet. Mais voilà, c'est un film que j'ai appris à connaître les nuances au fur et à mesure de mon expérimentation, de mes expériences cinématographiques, et c'est un film qui m'accompagne depuis maintenant 25 voire bientôt 30 bonnes années. D'autant qu'Easy Rider, c'est à la fois un film qui célèbre, on va dire, une partie de la contre-culture, mais qui en même temps n'a aucune illusion sur son devenir. En fait, Easy Rider, c'est très compliqué. Même en parlant, même en 1 heure de temps, je suis pas sûr qu'on ait le temps de faire le tour de ce film extrêmement riche. Mais juste pour revenir par rapport à ce que tu disais sur la naissance du nouvel Hollywood, c'est Jean-Baptiste Toré qui dit que lui, il enclenche le nouvel Hollywood à partir de Bonnie and Clyde, mais plus par rapport à la représentation de la violence, et notamment la tuerie finale qui est ultra influencée par le home movie de Zapruder. Donc ça, on peut lire sur la mort de JFK. Sur la mort de JFK, donc on peut lire et relire. Le film le plus influent de l'histoire, le film de Zapruder. Oui.
Donc on peut lire et relire, bien entendu, 24 secondes, 26 secondes, pardon, l'Amérique éclaboussée, ou alors la préface de son énorme monographie sur le cinéma américain des années 70, qui reprend bien le truc. Mais en effet, Easy Rider, moi, vu que c'est mon film préféré, mais disons que le nouvel Hollywood, moi, et la décennie des années 70, en fait, moi, je la mets à ce moment-là. En fait, on est un petit peu avant, mais tu sens qu'il y a tout un pataquès, que les illusions américaines commencent vraiment à tomber en décrépitude. Et je trouve qu'Easy Rider montre très bien ça, parce que il y a quand même des choses positives dans le film. Il y a un panthéisme, un retour à la nature qui est bien entendu évident. Il y a un refus de l'ordre établi qui est bien entendu évident. On peut se remémorer, pour ces deux exemples, soit les scènes de baignade, soit un petit peu quand on se promène dans le désert américain. Avec Luke Askew qui joue un chef d'une communauté. Voilà, et en fait on se promène dans une temporalité, on est entre chien et loup, donc voilà, on est vraiment en plein en fait dans ce que la nature américaine peut célébrer et de ce qu'elle a de plus beau. Et en même temps, c'est un film qui célèbre les années 70, la fin des idéaux, parce que en fait le film est un immense, retour en arrière. Le point de départ du film, c'est quoi ? C'est un deal de drogue, c'est une transaction capitaliste. Même géographiquement, parce que ça va de la Californie jusqu'à la Nouvelle-Orléans, donc ça va part de l'ouest pas d'est en ouest, quoi. En est. Et bien entendu, on peut toujours se poser la question de savoir si les personnages, toutes les Amériques en fait qu'ils croisent, est-ce que ce sont des Amériques qui sont célébrées, ou est-ce qu'en fait on est en train de creuser leur tombe. La fin du film, bien entendu, va nous... We Blew It, et ne va pas laisser de doute là-dessus. Mais voilà, c'est un film vraiment qu'on peut prendre vraiment à tous les niveaux, et c'est pour ça que c'est un film d'une richesse hallucinante. C'est pour ça, moi, que j'introduis le cinéma américain des années 70 avec ce film-là. Puis pour revenir un petit peu sur la démarche formelle qu'on va retrouver en plus dans The Last Movie, plus tard, c'est l'utilisation... Alors, on est sur des expérimentations européennes, tu le disais. Très nouvelle vague. Est très nouvelle vague, des flashbacks, des flash-forward, des effets de montage complètement délirants. Qui n'est pas aussi de The Trip, le film de Corman qu'ils avaient fait juste avant, Fonda et puis Nicholson. Et puis pour rebondir un petit peu... sur ce que je disais sur la fin des illusions, il faut se rappeler en fait que le film en fait est une espèce de pendule qui roule en fait sur elle-même, parce que il y a beaucoup de séquences musicales, notamment avec le I Wasn't Born to Follow avec le Birds, qui est peut-être la séquence super bande son de toute façon, avec aussi peu nouveau Dylan McGuinn. Mais disons que les Birds en fait sont convoqués 2 fois dans des séquences un petit peu clipesques, comme si en fait on était en train de faire un voyage en fait sans but, sans début et sans fin, et comme si en fait on tournait en rond. Et voilà, je trouve que ça participe tout ça, et je trouve que c'est une très belle introduction en fait à ce que va être plus tard le cinéma de Dennis Hopper, en termes formels bien entendu, et en termes de plongée américaine, parce que même si on peut mettre The Last Movie un peu à part vu que c'est tourné à l'étranger, mais dans Out of the Blue, ce qui est intéressant, c'est que le personnage de Dennis Hopper dans Out of the Blue peut être vu comme le personnage de Dennis Hopper dans Easy Rider, s'il n'avait pas été, spoiler, mais bon, je pense que tout le monde l'a vu, s'il n'avait pas été buté par les rednecks. Docteur, justement, tu parlais un peu de ce côté d'Easy Rider qui est entre l'expérimental et de toute façon une volonté commerciale, les films d'exploitation, et c'est vrai que le film remonte bien ça aussi, parce que Dennis Hopper vient pas de nulle part, il a un certain métier, on va dire, pour bosser dans ces petites économies, puisque le film a coûté $300 000, je crois, un truc comme ça, non, ce qui est quand même ridicule. Oui, ce qui est pas beaucoup, effectivement. Et c'est ça aussi qui fait le succès du film. Faut jamais oublier ça, quoi. C'est que si ça avait été un film à 20 millions, il n'aurait pas rapporté autant, il aurait pas, tu voyez, ça n'aurait pas fonctionné de la même manière. Et de toute façon, il n'aurait pas eu le même look. C'est-à-dire, il ne peut fonctionner que parce que c'est un petit film, et que parce que c'est un petit film qui rapporte beaucoup. C'est-à-dire qu'il n'aurait jamais été identifié comme important au niveau générationnel s'il n'y avait pas eu du succès derrière. Si ça avait été un four comme plein de films d'exploit de l'époque où c'était diffusé dans les drive-in, c'est ça le truc qui fait la différence, c'est que c'est un film d'auteur de drive-in
en fait, Easy Rider. Projeté à Cannes. Ouais, voilà, projeté à Cannes. Mais c'est un vrai film c'est-à-dire que c'est le moment justement où les films de drive-in sont devenus des films d'auteur. Où la série B devient la série A. Et où la série B devient de la série A. Parce qu'il faut repenser les systèmes économiques. Parce que toutes les années 60, ça a été l'échec assez patent d'Hollywood à se renouveler en termes de grands spectacles à gros budget. En fait, c'est l'inflation des années 60 à Hollywood, soit avec des comédies musicales, soit avec des péplums, dont beaucoup coûtent extrêmement cher et se cassent la gueule. Alors qu'à la même époque, un David Lean fait exactement la même chose, sauf que David Lean, ça marche. Oui, parce qu'il est anglais. Voilà. Et il bosse pas dans les mêmes systèmes de production. Exactement, parce qu'il bosse pas dans les mêmes systèmes de production. Donc c'est assez intéressant de voir comment est-ce que Easy Rider va enclencher. Et je sais pas du tout à quel niveau Dennis Hopper est conscient de ça. Je pense que Dennis Hopper, pour moi, c'est vraiment un film de trip, quoi, Easy Rider. C'est-à-dire que c'est ce qu'il a envie de filmer et de faire, sachant que dans son cinéma, la question des véhicules, c'est quelque chose qui revient beaucoup. Oui. Les voitures, le mouvement, voilà. le véhicule. Mouvement, les voitures, oui. Comme incarnation finalement de l'Amérique, quelque part, à la fois dans son côté industriel et dans son côté paysage, en fait, dans son côté grands espaces. C'est les déplacements, c'est la frontière. Et puis il y a ce rapport, alors c'est intéressant, moi je trouve, parce que quand on voit toute sa filmographie, en fait, on se rend compte qu'on retrouve les mêmes choses du début à la fin, simplement, en fait, son cinéma devient de plus en plus classique au fur et à mesure qu'il vieillit. Mais par contre, il y a des trucs qui vont rester, notamment, un truc, moi, qui m'a vraiment frappé, c'est le rapport à la musique. Oui. C'est-à-dire que Easy Rider, effectivement... Que des BO de ouf. Voilà, alors que des BO de ouf. Et alors, dans des genres très différents. Juste pour s'éloigner très rapidement de Easy Rider, moi j'ai été dans Hotspot pendant toute la musique du film que j'ai trouvé superbe, la musique de Jack Nitzsche. Je me suis dit, putain, elle est bien cette musique bluesy là, tu sais, ça m'a fait un peu penser à Sinners, quoi, justement. Je me suis dit, une musique qui est très présente, qui est très bluesy, qui accompagne super bien les images. Et j'ai regardé un peu qui c'est qui joue derrière, et qui joue derrière, c'est Taj Mahal. C'est Johnny Hooker, Miles Davis à la trompette et je sais plus, c'est comme Roy Rogers. Voilà. Bon, donc t'as Miles Davis, tu vois, parce que et en plus c'est Miles Davis à la trompette qui fait du blues, qui fait pas du Miles Davis. Non, ce qui est pas commun. Ce qui est pas commun. Et en fait, on voit tout de suite la différence, c'est que pour moi le plus faible des films, ou pour d'autres raisons aussi, mais sur le plan musical, le plus faible des films, c'est Catch Fire. Oui. Et c'est Catch Fire parce qu'on sent qu'il maîtrise pas la musique, et il y a une musique qui est pas du tout adaptée à ce que le film raconte. Alors que tous les autres films, on y reviendra. Une musique ultra kitsch. Ultra kitsch, et puis bon, il y a plein de plans avec Dennis Hopper avec son saxo qui apparaît dans le champ comme ça, tu sais, avec son saxo et tout, c'est génial. Enfin voilà. Mais Catch Fire, c'est un film fascinant. On en reparlera, mais c'est un film fascinant. C'est un film fascinant. Mais voilà, c'est vraiment et même jusqu'à Chaser, je trouve que il a un talent, il a un vrai talent pour savoir quelle musique mettre. Et les meilleurs pour moi, c'est vraiment Easy Rider, Out of the Blue. Et avec la musique punk et tout ça, où il y a des scènes de live qui tiennent quasiment du documentaire, et Hotspot, quoi. Même si The Last Movie, c'est intéressant parce que The Last Movie pour moi c'est vraiment une espèce de codicile en fait de Easy Rider. Ce que tu disais tout à l'heure, c'est le Easy Rider, ce serait la fausse suite d'Easy Rider, mais où le bordel ambiant finit par toucher même la production du film. C'est-à-dire que c'est pas aussi solide finalement et aussi tenu que le Easy Rider. Après le succès d'Easy Rider, donc les studios paniquent un petit peu parce qu'en gros ils disent mais qu'est-ce qu'ils veulent les jeunes maintenant, et ils décident en fait de filer à plusieurs jeunes cinéastes. En gros, ils font ce qu'ils veulent avec un budget de $1 million. C'est comme ça que Douglas Trumbull va faire le Silent Running par exemple, et compagnie. Et donc Bogdanovich aussi, ou Bogdanovich est dedans, c'est possible. Avec la dernière séance. C'est possible, oui. Parce que c'est pas un film. C'est difficile de dire si c'est un film cher ou pas cher, quoi. Mais donc du coup, Dennis Hopper retient le même genre de deal et il décide de faire un film totalement différent. Pour le coup, il quitte l'Amérique et il part donc au Pérou pour tourner The Last Movie, sur une équipe de tournage d'un film dirigé par Samuel Fuller qui réalise un western avec des locaux du coin. Ils sont très impressionnés par ce qui se passe. Ils pensent que c'est réellement en fait la vérité qui advient devant eux sur un plateau de tournage. Le tournage se finit, l'équipe repart. Et le personnage de Dennis Hopper, donc Kansas, qui s'est amouraché d'une petite locale, reste. Et là, ça va partir en sucette avec donc les locaux des montagnes qui vont vouloir refaire le film à leur manière, avec des caméras faites en bois, avec des systèmes de micro en bois aussi. Et ça devient du Jodorowsky. Et ça devient du Jodo à mort. Un petit peu du proto-Jodo, on va dire, quoi. Avec quand même un casting assez fou. Il y a Chris Christopherson dans son premier rôle, et qui a aussi une de ses plus belles chansons,
Bobby McGee. Il y a chanson qui avait été interprétée par Janis Joplin en 67 ou 68 sur Pearl. Mais oui, c'est pas du tout la même version. Il y a Thomas Millian qui joue le rôle du prêtre du coin, tout ça. Enfin, il y a plein d'apparitions en fait de personnages plus ou moins connus qui passent dans le champ, qui passent dans le coin parce qu'ils étaient potes avec Dennis Hopper. Et il y a son pote, cet acteur qui joue son pote, qui a une mine d'or et qui joue aussi dans Out of the Blue et qui est un mec qui est doué comme c'est pas permis pour jouer les connards, quoi. Parce que dans les deux films, il a des rôles de connards, quoi. Et donc, comme disait Rivet être préparé par le train, un film est un documentaire sur son propre tournage. Et ben là, effectivement, je pense que c'est bien un documentaire. Ça retranscrit bien le chaos créatif et psychotrope qu'il peut y avoir chez Dennis Hopper, parce que tout le monde a l'air sérieusement défoncé. Le film est quand même très étonnant. Il y a un rythme qui est très étrange, mais qui moi me fascine. Le film est d'une splendeur incroyable. C'est le même chef-op que Easy Rider, donc Laszlo Kovacs, qui était aussi après le chef-op des films de Peter Bogdanovich et de pas mal d'autres films du Nouvel Hollywood. C'est un film qui est fascinant, qui est totalement bordélique. Les 10 premières minutes sont incompréhensibles. Oui. Tu comprends pas du tout ce qui se passe. Et en fait, une fois que tu as fini le film, tu comprends à quel point les 10 premières minutes sont théoriques par rapport à ce qu'il va y avoir après, notamment sur le western. Moi, exactement, oui, parce que ce qui ne montre du western que les scènes de violence. Parce que on en parle un peu, Thibaut en parle un peu sur Easy Rider, ce qui intéresse Hopper, donc c'est le mouvement, c'est le paysage, c'est l'Americana, et là c'est la tentative en fait de retrouver l'Americana, mais dans un autre pays où il essaie de refilmer les montagnes andines et les champs justement de ces montagnes-là de la même manière qu'il pourrait glorifier en fait l'Ouest américain et puis la figure de la route. En fait, ça s'inscrit dans un courant où en fait le héros westernien ne sait plus quoi faire aux États-Unis, donc du coup il est obligé de se casser pour recréer une mythologie et recréer une nouvelle frontière. Les deux exemples les plus marquants, me semble-t-il, sont Butch Cassidy et And the Sundance Kid. Parce que oui, ça on parle de Billy the Kid dans le film, et Billy the Kid, il y a sous cette histoire, il part en Argentine, c'est pas ça? En Bolivie. En Bolivie, voilà, c'est ça. Donc il y a ça, il y a le film de Matteo Gil qu'on peut regarder Black Thorn, avec Sam Shepard qui joue un vieux Billy the Kid, si Billy the Kid n'était pas mort. Voilà. Qui nous vit en Bolivie. Et le film, moi je trouve, qui ressemble qui s'inscrit aussi dans ce courant-là, et je trouve que l'introduction de Last Movie est très similaire, c'est La Horde Sauvage de Sam Peckinpah, parce qu'en fait le début du film, tu disais elles sont incompréhensibles. Moi direct, quand je vois des religieux, du bordel ambiance, je pense direct à la Horde Sauvage. Ou alors, et là c'est le prolongement d'une filmographie qui est en train de se construire, c'est comme si le Mardi Gras de Easy Rider avait totalement pété pété un plomb. C'est la scène du cimetière et du Mardi Gras, mais étendue et même dans The Last Movie, il y a le cimetière est ultra important. Ça, la morte va hanter constamment le cinéma de Dennis Hopper, mais tu sais pas trop comment se situer face à ce film-là. Tu sais pas. Il y a une collision du montage qui est hallucinante. Tu sais pas si t'es dans le film, si t'es dans le film, si t'es dans un documentaire sur la perdition et la dépravation de Dennis Hopper. C'est en effet absolument fascinant. Il coupe pas les regards caméra. Il y a des tas de moments en fait où Sam Fuller donne à la caméra un ordre et la caméra suit l'ordre de Sam Fuller, donc tu te rends compte que c'est pas le film que tu regardes, mais c'est la caméra qui tourne la scène, et tu vois les scènes tournées sous plusieurs angles différents avec des distances différentes. Moi je trouve que c'est passionnant sur le plan théorique en fait. Il y a des plans à la beauté délirant, il y a la beauté folle, ouais. Mais tu vois qu'il reprend des gimmicks, donc voilà, le flash forward, des éléments un peu panthéistes, des plans comme ça, des plans un peu flash qui durent la séquence clippée qui revient toujours un petit peu. Donc voilà, on est dans la construction d'une filmo, mais direct, c'est le bordel en fait. Tu vois qu'il n'y a pas d'un mythe aussi. Il n'y a pas Peter Fonda qui drive un peu le truc. Il y a Peter Fonda dans le film, mais il drive rien du tout. Oui, voilà. Et là, en fait, il n'y a personne en fait qui est aux commandes, et c'est délirant. Et c'est intéressant ce que tu racontais sur en fait ce qui monte du western, qui est uniquement la question de la violence, Doc qui disait ça. Doc, pardon, parce qu'effectivement, comme on est les années 70, la fin des illusions, la fin de l'illusion du rêve américain, et on rentre dans une certaine frange du western qui est le western révisionniste, avec Little Big Man, justement sur la déconstruction des mythes du western. Et c'est vrai que ce film-là participe aussi de ça finalement, en montrant que la conquête de l'Ouest, la question du western, le mythe américain de manière générale n'est basé que sur des tueries, ce qui n'était pas le cas dans les westerns des années précédentes. Moi je pense que ça va même encore plus loin que ça, et ça, on va avoir l'occasion sans doute d'en reparler sur les autres films. C'est que pour moi il y a vraiment sur ce
il y a vraiment quelque chose sur l'Amérique comme la culture américaine comme force pulsionnelle en fait. Pour moi, il y a vraiment un truc parce que ça va se retrouver avec tous les questionnements, notamment dans Hotspot, autour de la masculinité. Et d'une espèce d'exubération à la fois de la masculinité et de la féminité qui fait que tout le monde est hyper pulsionnel en fait. Et c'est marrant comment est-ce que en fait ce côté pulsionnel en fait pour moi dans les deux premiers films, dans Easy Rider et dans The Last Movie, il est autant chez les personnages que dans la mise en scène, et par la suite en fait il va plutôt être chez les personnages, et même jusqu'à Chasers où moi je trouve que c'est quand même des personnages qui se définissent vachement par leur libido, qui se définissent quand même vachement par leur corps, par la pulsion et par un environnement culturel qui est un environnement culturel de la violence, de la masculinité, des grosses voitures, de la bouffe, de tout ça, une espèce d'Amérique de l'excès en fait qui permet de comprendre pourquoi les personnages sont eux-mêmes excessifs en fait. Voilà, une espèce de lien entre les deux. Thibaut. Et ça apparaît déjà pour moi dans Easy Rider et The Last Movie. Après, quand tu parlais de western révisionniste, si on prend par exemple Little Big Man ou Soldat Bleu par exemple pour de connus, ce sont des films qui sont très tenus et qui énoncent un discours, alors à tort ou à raison, ça peut être plus écrits, on va dire déjà. C'est une qualité comme autant un défaut, mais ce sont des films qui sont très écrits. Et en fait, c'est catalogué, t'as un énorme écriteau message qui... c'est des films formalistes aussi. Accroché en fait au-dessus de l'écran sur lequel tu regardes le film pour te dire attention, c'est un film à message. Attention, ce qui ne les empêche pas d'être fun. Little Big Man, c'est un film assez marrant. Ce qui n'empêche pas les films d'être des films de qualité. Soldat Bleu, à part le massacre final, digression, le début, c'est une espèce de vaudeville comédie souvent, qui a chiant. Des comédies qui tombent dans le drame, et quelque part chez Peckinpah tu retrouves ça aussi, cette dynamique comique tragique en fait. Sauf que chez Peckinpah t'es dans le grotesque, là dans Soldat Bleu t'es dans un truc un peu, mais bon là en fait la comédie est romantique quoi, en fait. La comédie en fait est obligatoire parce que pour mieux faire passer en fait la pilule de l'extrême violence, mais bon bref. Dans The Last Movie en fait c'est un film qui n'est pas écrit, ou qui n'est plus écrit, du moins, ou qui a trop été écrit, ou pas assez, tu n'en sais rien. C'est un film qui en tout cas a été remonté pendant un an dans tous les sens. Parce qu'il faut, le a été plus que compliqué. Le personnage de Dennis Hopper, en fait, c'est un cascadeur. En fait. Le régleur des cascades du film. Mais il y a toujours cette notion de mort, il y a toujours le cimetière qui est là. Comme tu le dis, on ne représente que la violence. En fait, le western, c'est quoi? Ce ne sont que des scènes de violence. Et puis, par la suite du film, il y a une histoire qui est un peu chelou, en fait, sur la mine d'or. Oui. Et tu sens qu'en fait... Avec des capitalistes américains. Tu sens que le capitalisme américain, comme le début d'Easy Rider, en fait, au final, le capitalisme américain va commencer à venir... ce qu'a fait le pouvoir américain en Amérique du Sud, qui a réduit l'Amérique du Sud dans à peu près tous les pays. Voilà, à néant. Mais tu sens encore... En fait, ce sont deux films miroirs où il y a des imbrications en termes d'un point de vue formel, mais en fait ils se replient. C'est comme en fait ces films-là sont comme des origamis en fait. Tu pourrais les replier. Tu prends le début de The Rider et la fin de The Last Movie, tu le replies, ça fait une espèce de diptyque, carrément. De diptyque, de supra-expérimentation sur ce que peut être la folie du cinéma indépendant. Exactement. Avec quand même ce truc que dans The Last Movie, tu sens quand même qu'il y a plein de scènes, tu sens que tout le monde est torché, défoncé. Oui, apparemment, les locaux n'ont pas du tout apprécié le tournage parce que les mecs faisaient n'importe quoi. Tu m'étonnes. Et ça d'ailleurs, c'est d'ailleurs un des trucs du film qui se ressent la haine un petit peu. C'est un des trucs du film aussi. Tu sens bien que c'est un regard américain. C'est pour ça que c'est différent de Jodorowsky, parce que Jodorowsky, quand il fait le topo, il parle de l'intérieur. Oui, Hopper, on sent bien qu'il y a ce côté, une espèce de fascination pour exotique en fait, qui est un peu pour moi une des faiblesses du film, hein, justement l'idée que les locaux, faut pas leur apprendre le cinéma, et c'est très, je sais pas comment interpréter ça. Est-ce que c'est moi j'ai du mal à croire que ce soit juste premier degré. Oui, moi aussi. C'est un peu sarcastique. Ça m'a l'air plus sarcastique, mais voilà, mais jusqu'à quel point c'est assez difficile de se positionner en tant que spectateur par rapport à celui-là, aussi parce qu'il y a des scènes, moi je trouve notamment de violence conjugale qui sont quand même assez cash hein, quand même quoi dans le film, et qui font aussi que c'est un film qui est compliqué parce qu'on peut pas, c'est difficile de s'identifier au personnage principal parce qu'il est pas sympathique du tout. Non, il est pas sympathique, il est totalement paumé. Il est pas sympathique du tout, et d'ailleurs Dennis Hopper dans ses propres films se donne souvent des rôles de type parfaitement antipathique. De salaud, ouais. Enfin souvent.
Donc, film à production compliquée et qui sera un énorme échec au box-office. Cette grosse nouille de Peter Biskin dit que ça marque la fin du Nouvel Hollywood, qui était né genre 2 ans avant, mais bon, Peter Biskin raconte énormément de bêtises. Surtout, il raconte beaucoup de bruit de chiottes, Oui, surtout beaucoup de bruit de chiottes, qui est son truc préféré. Et donc, ce qui va un peu envoyer au purgatoire des cinéastes Denis Hopper pendant... c'est la cam surtout qui va l'envoyer au purgatoire des cinéastes. Entre autres. C'est pas Ça a seulement pas un aidé. échec, c'est aussi qu'il est trop camé, quoi. Et donc, il revient au début des années 80, un film qu'on peut dire probablement un des plus grands films punk, Out of the Blue. En attendant Godard sur Syllab, et donc c'était Neil Young et Crazy Horse avec My AA Out of the Blue, que l'on peut donc entendre dans Out of the Blue, ou en français Garçon. Donc, film de 1980 qui suit le personnage de la jeune interprétée par Linda Mantz, dont le père, incarné par Dennis Hopper, sort de prison après avoir percuté un bus scolaire avec son camion, tuant du même coup plein de mômes. Donc, jeune fille, on va dire, pas en grosse forme, et qui dérive dans ce milieu des années 80. Donc, le film tourné à Vancouver, ambiance bien sombre, bien grise, et avec en même temps les premiers soubresauts du punk qu'elle accueille volontiers, d'autant qu'elle passe une partie de sa journée à parler à la CB aux différents routiers qui passent sur la route pour raconter des choses. Fan d'Elvis aussi. Les fans d'Elvis. Pour des raisons un peu tordues. Oui, pour des raisons un peu tordues. Donc, comme je disais, film punk à la fois parce que film sur le mouvement punk, parce que c'est la musique qui est principalement utilisée dans le film. Il y a même, donc, Erwan t'en parlait, des séquences de concerts qui sont absolument magistrales, mais aussi film punk parce que je trouve que ça capte absolument le zeitgeist de l'époque, surtout qu'on est là après la première vague du punk que 77, et au début des années 80, le punk se fait peut-être moins revendicatif, mais en tout cas beaucoup plus violent, beaucoup plus sombre, et notamment aux États-Unis, où tout ça nous mènera ensuite... Tu le connaissais, toi, le groupe qui joue dans le film, qui s'appelle... Je sais plus comment. C'est pas les Slits, mais... c'est pas les Slits, parce que c'est des filles. Les Plastics, je crois. Ça, je sais plus. Je crois que c'est ça, toute la scène de live, c'est une des meilleures scènes du film, je trouve. Et donc, de toute façon, ce moment-là du punk américain amènera après, dans les années 80, au punk hardcore, qui amènera encore des choses différentes, mais vraiment un film qui est foncièrement dépressif, mais en même temps rempli d'amour par le personnage donc de Linda Mantz et les relations Shull qu'il y a avec Dennis Hopper, qui donc commence plus ou moins à sortir de ses problèmes d'addiction, plus ou moins, parce que Mad Dog Morgan, qui fait un an après, le montrera encore totalement déchaîné, mais en tout cas on sent qu'il y a un retour entre guillemets qui s'opère pour Dennis Hopper jusqu'à sa rencontre avec David Lynch. Thibaut. C'est un film absolument dingue, c'est un film totalement fou, c'est un film qui est en même temps d'une beauté hallucinante. Moi j'ai encore en mémoire la chanson de Neil Young. Sachant que Dennis Hopper est quand même arrivé sur le tournage comme réal au tout dernier moment. Ouais. Et la scène de la décharge, voilà. Comment faire une séquence poétique dans une décharge. C'est impossible. Dennis Hopper l'a fait. Film absolument magnifique. Parce que on peut voir en filigrane une déclaration d'amour d'un père à sa fille. Film absolument magnifique parce que la quête identitaire en fait de Linda Mantz est absolument bouleversante. Qui était une actrice, il faut bien le préciser, parce que c'est elle qui jouait dans Les Moissons du Ciel. Dans Les Moissons du Ciel de Malik. Et dans Les Seigneurs de Philippe Kaufman. Et déjà, dans Les Moissons du Ciel, elle était déjà connue, elle était plus hardcore que tous les autres membres de l'équipe. Apparemment, elle bluffait tout le monde parce qu'elle fumait des joints. Elle avait 15 ans. Elle picolait. Ouais, non, elle était plus vieille que ça. Elle était un peu plus vieille que ça. Elle a 19 ans au moment de. Ouais, mais c'est 78. Donc, oui. Donc elle avait 17 ans. Mais elle jouait quelqu'un de plus petit. Après, elle va casser sa pipe relativement. Mais tu sens qu'elle morte en 2020. Tu sens qu'elle brûle la vie dans ce film-là. Moi, je trouve que c'est vraiment son film, quoi. C'est-à-dire que c'est un film elle tient le truc du début jusqu'à la fin du film, avec en plus il y a un plan séquence au tout début là dans le diner là quand elle va retrouver sa mère, où ça commence par un plan séquence avec la caméra qui bouge, après il y a une scène de dialogue, des trucs qui durent quasiment 5 minutes.
Et Qui sont très techniques, avec elle des super plans. elle est au top du charisme. Et puis tu sais pas où elle se situe. Bien entendu, il y a son côté androgyne qui est absolument qui est magnifique. Et entre deux âges, on ne sait pas si elle a, voilà, si elle a 15 ans ou 20. Elle suce son pouce. Elle suce son pouce, mais en même temps, elle a envie d'être punk et de s'émanciper, mais elle a envie de rester enfant. Être fan d'Elvis, ça la raccroche quand même à son père et peut-être au terreau familial, mais en même temps, voilà, elle se casse. Le problème, c'est qu'il y a quelque chose avec son père pour vivre sa vie. Qu'on va découvrir à la fin du film. Mais on est quand même dans un film de Dennis Hopper, et donc forcément, il y a un moment où le bas blesse, et le bas blesse dans le tout dernier tiers du film, où il y a cette Americana. Il y a une scène de dingue à la fin du film. Il y a une décharge de violence. Il y a une Americana absolument dégueulasse qui va se mettre en branle et qui va en fait tout foutre en l'air, en fait. Qui va tout compresser sur son passage, le spectateur et la spectatrice y compris. D'où le côté punk, d'où le côté malaisant, d'où le côté un petit peu aussi tristesse, une espèce de beauté triste, vraiment, parce qu'en fait une mélancolie un peu, mélancolie du nihilisme. Non, une tristesse, même une tragédie. En fait, c'est même pas une mélancolie, c'est une tragédie, mais parce que autant dans The Last Movie, l'empathie des personnages est relativement peu évidente, voire quasi inexistante. Ici, l'empathie fonctionne à 2000%. Donc on est vraiment triste en fait, et quand on sait par la suite le destin de Linda Mance, bon voilà, on est doublement attristé. Mais c'est un film. Alors c'est un statut culte. On en avait parlé il y a quelques temps quand il était ressorti. Il y a quelques temps, c'était chez Potemkin en 2011 ou 2012, voilà. Je pense. Mais moi, c'est un film que je ne connaissais pas, et quand je l'ai vu, j'ai pris une claque hallucinante. Et en fait, à la revoyure, pas de problème là-dessus. Ça fonctionne encore toujours à 2000%. Docteur. Ah non, complètement. Moi, j'avoue que moi aussi, ça a été une découverte. Je l'avais jamais vu, ce film-là. Et c'est vrai que ça fait vraiment partie de ces films qu'on se dit, mais comment ça se fait que ce soit pas des films plus importants que ça, quoi. Ouais. Comment ça se fait qu'on n'en parle pas plus que ça de ces films-là, quoi. Parce que de ce film-là, parce que c'est vrai que c'est un film qui est tellement de son époque, et en même temps qui tient tellement la route encore aujourd'hui, parce que ce qu'il dit sur les relations familiales, il y a des scènes où tu retrouves un peu la folie justement de The Last Movie ou de Easy Rider, surtout de The Last Movie, c'est-à-dire ces scènes où les gens sont tout bourrés, tout défoncés, et ils parlent. C'est ça, ils causent et ça veut rien dire, et ils arrivent à rien. La mère héroïnomane, elle est l'actrice, tout le monde a mis les potards à 12 dans ce film-là. Mais personne ne cabotine. Non, parce que tout le monde a l'air d'être nature et d'être naturellement hystérique, entre guillemets, quoi. Les hommes comme les femmes, quoi. Et pareil, le pote qui joue donc lui il est affreux, avec des tas de moments en fait où toi t'es dans ton fauteuil et tu fais ça devient cringe à mort là, ça devient glauque là ce que vous êtes en train de nous raconter, et tu sais pas où ça va aller en fait. C'est ça aussi, c'est que tu sais pas en fait où ça va dire. C'est tellement pas hollywoodien en fait que ça te déstabilise complètement dans ce que tu peux attendre d'un film. C'est-à-dire qu'un film qui commence par un type qui écrase un bus rempli d'enfants, tu dis ok, d'accord, ok, c'est pas possible à Hollywood, ça, c'est pas possible, quoi. Donc ça veut dire que il peut se passer, où tu vois le crash en plus, hein. Voilà, et il peut se passer tout et n'importe quoi, et donc c'est une espèce de, et c'est terrible parce c'est le côté frontal de la violence chez Denis Hopper aussi, où il y a jamais de faux semblants, il n'y a pas de cache. Et encore une fois, du sexe aussi, parce que par exemple, la mère, elle est maquée au départ avec un barbu tout mou qui a l'air gentil. Qui est le seul brave type du film, hein. Et dès que Dennis Hopper sort de prison, Dennis Hopper c'est vraiment le connard séduisant dans toute sa splendeur, quoi. C'est-à-dire le mec qui sort le beau gosse, et voilà, avec ses yeux bleus, exactement. Sauf que le mec est toxique à un point, et elle aussi est toxique. Enfin, je veux dire, et en fait, ce qui protège cette petite fille, c'est pas une petite fille, mais ce qui protège cette jeune fille, c'est la musique, quoi. C'est-à-dire, c'est ça qui est dingue, quoi. C'est que c'est le seul paravent qu'elle a entre elle et le monde, c'est Elvis d'un côté et la musique punk de l'autre. Et Elvis, c'est la figure, c'est son père. Son père lui dit au départ, est-ce que je suis mieux, est-ce que je suis plus beau qu'Elvis, tu vois. Et le punk, c'est elle, en fait, quoi. Le punk, c'est sa génération, elle, en fait. Il y a une espèce de confrontation culturelle comme ça. De confrontation et de transmission, parce que entre Elvis et le punk, il y a énormément de ponts. Bien sûr que oui. Mais comment dire, c'est aussi une forme de friction, en fait, entre les deux. C'est-à-dire que ça se colle pas bien, en fait, pas si bien que ça, en fait. Parce que Elvis est pas lié à elle. Elvis est lié à son père. Et par exemple, dans sa chambre, il y a beaucoup plus de posters d'Elvis que de posters de punk, par exemple. Tu vois, les posters de punk, ils ont une toute petite place sur un bout de mur, alors que les posters d'Elvis, ils envahissent littéralement. Il y a une espèce de mausolée. Voilà. Mais tu comprends aussi à la fin pourquoi.
pourquoi ça peut que être la figure d'Elvis, et donc la figure, le lien au paternel en fait qui envahit finalement jusqu'à l'espace intime de cette jeune fille, et tu comprends malheureusement pourquoi lors d'une scène qui pour moi est une des scènes les plus cringe que j'ai vues depuis longtemps, et je me suis dit ouais, ça c'est bien un film de 1980 parce qu'aujourd'hui tu trouveras personne pour financer une scène où il se passe ça quoi. Voilà, je veux dire, et c'est vrai que, et là les acteurs tu dis ouais, c'est radical, hein. Ok d'acteurs, les acteurs vous allez jusqu'au bout de ce que vous pouvez donner en tant que personnage quoi, il y a pas de problème quoi, et tu te sens honnêtement sincèrement mal à l'aise quoi. Et ça peut évidemment se terminer que mal. Que par un We Blew It équivalent à celui de Easy Rider quoi. Voilà. Et peut-être encore plus tragique. Et donc après ce film-là, dans les années 80, allez hop, Dennis Hopper recommence un petit peu à faire l'acteur, et surtout il a l'occasion de retourner à un long métrage en 1988 qui prend une direction totalement différente de ses autres films encore. A priori, déjà en investissant un univers strictement urbain qui est celui de Los Angeles et de ses quartiers, notamment de East LA et de South Central, avec Colors, donc film a priori classique sur un vieux de la vieille, flic joué par Robert Duvall qui accueille un jeune rookie joué par Sean Penn. C'est leur déambulation dans la ville, c'est leur rencontre et leur relation avec les différents gangs, les Crips, les Bloods, mais aussi les gangs de latinos qui prennent de plus en plus de place dans la ville, et comment un peu est-ce que tout ça va partir en sucette. Donc je veux dire, sur un procédé un peu classique comme Les Nouveaux Centurions de Richard Fleischer, tout ça sur les squads de flics de Los Angeles. Là, il en profite, tu parlais justement d'exploration, et là, c'est un peu ça, il fait une genre de géographie des quartiers de Los Angeles qui sont très peu montrés, en tout cas à l'époque, encore moins que maintenant, tout en participant à une espèce de latino-exploitation de l'époque. Il y avait le film d'Edward James Olmos, Sans rémission, par exemple, tout ça. En tout cas, il s'inscrit vraiment dans son époque en capturant l'esprit d'une ville, en tout cas d'un groupe social au milieu d'une ville immense, et en rapport avec leur musique, et donc le hip-hop qui évidemment explose tout à la fin des années 80. Ouais, complètement. Alors c'est un film qui est d'autant plus attirant pour moi. Toi qui es un gars hip-hop. Alors pour moi, il y a vraiment ça, c'est-à-dire qu'il y a vraiment le diptyque Easy Rider, The Last Movie, et pour moi, Out of the Blue et Colors sont aussi des diptyques sur deux styles musicaux différents, et qui donc du coup adoptent des formes différentes parce que les styles musicaux sont différents. Qui ont été les musiques les plus radicales de leur époque. C'est-à-dire le punk et le hip-hop, qui sont nés à peu près au même moment. Qui sont nés à peu près au moment, 77, 78. Bon, voilà. Et donc c'est vrai que dans Colors, c'est un film que je voyais qui passait sur M6. Hein, moi je me souviens dans les années 90, tu voyais, tu avais Menace to Society, sauf que Menace to Society c'est plus tard en fait, c'est au début, c'est après les émeutes de Los Angeles en 92. Donc ce film-là est assez, justement, il est un peu comme le Olmos. D'être président. Voilà, il est assez novateur et assez nouveau finalement, même si les tropes en fait qu'il développe sont des trucs qu'on va beaucoup retrouver dans les films de cité par la suite, voilà, les gangs, machin, tout ça. Et mais là aussi, ce qui m'intéresse, c'est que ce qui intéresse Dennis Hopper, au-delà de son histoire, c'est à nouveau cette histoire de virilité. Le personnage de Sean Penn qui est comment dire, qui est testostéroné, qui est surtestéroné, qui était déjà un peu ce que faisait Sean Penn dans beaucoup de ses films à l'époque, Outrage et compagnie, et ce côté un peu le surmal, vraiment il y a quelque chose de côté la scène de la muscu par exemple, ouais, c'est ça, grimaçant, et Robert Duvall qui lui est tout très Robert Duvall, c'est-à-dire toujours bien, vieux revenu de tout, ambiguïté morale quand même. Alors chez Sean Penn elle est clairement nette, mais Duvall tu sens qu'il est pas net. Non, mais le truc c'est qu'il y a deux. Ça reste un flic. Hein. Ouais. Il y a un gros hors-champ. Il est pas net et néanmoins, il y a vraiment deux types de politiques en fait qui s'affrontent en fait entre ces deux hommes. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils s'engueulent beaucoup à ce niveau-là. C'est-à-dire que t'en as un pour qui la chose policière c'est l'occasion d'expulser sa violence intérieure. Et donc ça consiste à déshumaniser les gens qu'on a en face de soi pour pas avoir à se poser de questions de morale, alors que pour Robert Duvall c'est l'idée qu'il faut transiger, c'est l'idée qu'il faut accepter une part de corruption parce que le monde est corrompu, et que si tu peux pas t'autoriser, si tu t'autorises la pureté, si tu commences à être dans des délires de pureté, en fait ça ne peut mener qu'à l'échec. Alors je suis pas sûr que Dennis Hopper nous dise il y en a une qui est meilleure que l'autre. Simplement il expose ces deux aspects-là, et je trouve que c'est assez intéressant parce qu'en fait c'est vraiment un film, c'est plus qu'un film de gangster, même s'il y a des scènes de fusillade, c'est vraiment un film sociologique. C'est un film sur comment des communautés vivent mal les unes avec les autres, comment les pauvres passent leur temps à s'entretuer entre eux.
dans une société ultra-capitalistique. Et c'est aussi un hommage à Los Angeles en tant que paysage, avec notamment les murales qui avaient déjà été filmées par d'autres cinéastes, notamment Agnès Varda dans les années 70, et qui sont vraiment une caractéristique visuelle de Los Angeles, et qui rejoignent quelque chose pour moi qui est très important chez Dennis Hopper, qui est son amour pour les slogans écrits sur des murs, et quelque chose qu'on retrouve dans beaucoup de ses films, quelque chose qu'on retrouve dans ses photographies, voilà, quelque chose qu'on retrouve dans les et aussi dans ses peintures, exactement, dans les néons de Catchfire, dans les enseignes publicitaires de Hotspot, voilà, il y a vraiment ça, et en fait il y a plein de le lettrage, l'inscription faite dans le paysage, qui fait qu'en fait t'as plein de dans Catchfire par exemple, c'est un des aspects les plus intéressants, c'est qu'en fait il y a plein de trucs qui se passent derrière, et il y a plein de trucs qui viennent commenter les scènes dans lesquelles on est, même si c'est pas forcément toujours très subtil, mais là c'est un peu plus, là c'est plus intégré, on va dire. Même dans Chaser, il y a dans Chaser aussi, il y a ce côté voilà, ce qu'on retrouve sur la route américaine avec les panneaux, les noms. C'est des photographies typiques, c'est des images typiques de l'Americana, mais d'une espèce d'Americana décatie, un peu une espèce d'Americana un peu même en décadence. Dans Easy Rider, la scène de la station essence, dans Easy Rider, on le retrouve dès le moment. Et là, je trouve que ça donne des trucs assez intéressants, parce que tu vois tous les messages de paix sur les murs, alors que tu vois les affrontements tous les mecs qui arrêtent pas de se foutre sur le terrain. gueule. Bah ouais, non, puis avec des scènes. Alors c'est vrai que ça peut sembler gros quand on regarde ça aujourd'hui. Il faut pas oublier que la guerre des gangs à Los Angeles, ça a vraiment bien saigné. C'était pas de la rigolade. C'était pas de la rigolade, et les armes à feu étaient véritablement, sont toujours un problème aux États-Unis pour ce genre de trucs. Même si après, il y a eu une reprise de contrôle par la police qui a été extrêmement violente. Après l'affaire Rodney King, etc. Enfin, voilà. Et c'est vrai que c'est comme Out of the Blue est vraiment un témoignage de 1980, Colors c'est vraiment un témoignage de 1988. C'est-à-dire, tu veux savoir à quoi pense l'Amérique en 1988, dans sa version un peu noire, évidemment, mais tu veux savoir, c'est vraiment l'envers de l'Amérique réganienne, en fait. Et c'est assez marrant quand on sait comment Dennis Hopper va devenir extrêmement conservateur politiquement. Et pourtant, comme souvent, comme à la limite comme un Clint Eastwood, très fort pour arriver à percer l'armure de l'idéologie dominante américaine, pour en montrer justement les failles et pour en montrer les côtés les moins glorieux, quoi. Et ça, c'est assez intéressant de voir comment, dans sa période réganienne, finalement, il fait des films complètement anti-réganiens, ou qui vont vraiment à l'envers, quoi, de ce que Reagan et puis Bush senior ont pu proposer, quoi. Moi, juste pour terminer sur Colors, ce qui est vertigineux, c'est en fait comment une image de Dennis Hopper, l'image de Dennis Hopper dans Colors, va rentrer en collision avec le réel beaucoup plus tard. Et à ce titre-là, j'ai envie de voir ce film-là comme une espèce de pré-The Voyeur, ou une introduction à The Voyeur, tout du moins, deux objets d'étude similaires qu'on peut, je trouve, facilement raccorder entre Baltimore et Los Angeles. Mais c'est un film, voilà. L'affiche est ultra mythique, la bande-son le morceau d'Ice-T est super, ultra mythique, le duo de flics est ultra mythique. J'ai la BO chez moi en vinyle, j'ai acheté il y a très longtemps. Et en plus, quand t'as Don Cheadle en méchant, t'as Don Cheadle qui est super, tout se passe bien. Tout le monde est très bien, tous les acteurs, le casting était vraiment, il est aussi quelqu'un qui est assez fort en castoche, même les inconnus et tout qui lui montent dedans. Et c'est vrai que ces 4 premiers films là, moi je trouve qu'il y a vraiment ce côté ethno, quoi, en fait. C'est-à-dire que alors sur des sujets différents, mais Easy Rider, il y a aussi ce truc. Ouais, mais qui est plus inscrit dans le genre film noir, dans le genre néo-noir. C'est un peu plus. J'allais dire, parce qu'effectivement, 2 ans trilogie policière après. Voilà. 2 ans après Colors, donc il fait coup sur coup 2 films très différents. Il y a donc Backtrack et Catchfire, voilà. Et qui est une trop belle cible en français. Une trop belle cible, c'est ça, avec Jodie Foster, film que Dennis Hopper a signé Alan Smithy parce que c'était vraiment une catastrophe. Et la même année, donc il signe aussi Hotspot, basé sur un bouquin de Charles Williams, excellent écrivain américain de polar des années 50-60, qui avait notamment donné Fantasia chez les Ploucs et Ozian de les Ploucs, La fille des marais, tout ça. Donc excellent écrivain du monde redneck, donc notamment. Digne hérité de Jim Thompson. Hotspot, qui est bien dans son jus de néo-noir début des années 90, comme il y avait, mais aussi du Hollywood Night à la con, comme on a eu dans toutes les années 90, de thriller moite. Mais même déjà, dès Catchfire, pour moi, la trilogie policière, c'est aussi une trilogie de la fesse, chez Dennis Hopper. De la fesse et du pec, parce qu'il faut bien dire que
même si, alors là pour le coup, là faut trigger warninger à mort parce que c'est Mel Gaze, en veux-tu, en voilà. Par contre, dès qu'il peut montrer des culs de mec, il se fait pas chier non plus. Hein, je veux dire, c'est peut-être pas égalitaire totalement, mais voilà, les hommes ont leur part. Ouais, ils ont leur part de fesses aussi. Hein, quand Donc même. effectivement, 2 films qui dialoguent, hein, quand même, Backtrack et Hotspot. Alors Backtrack, je sens que vous avez parler. Le meilleur, c'est Hotspot quand même. Parce que Hotspot, Ouais. bon, déjà, il y a Don Johnson qui est super. Qui joue un sacré connard. Et il y a quand même deux super actrices. Virginia Madsen et Jennifer Ouais, Connelly. et Virginia Madsen joue avec délice une ultra garce, comme ça faisait longtemps que j'en avais pas vu au cinéma, et elle est vraiment parfaite. Elle est parfaite. Un film. Dès qu'elle apparaît, tu te dis miam miam miam. Elle va minauder, elle va en faire des caisses, et tu sais qu'elle est plus intelligente que tout le monde En plus, autour. c'est dans un Enfin, film voilà. où il fait chaud. Et tout le monde sue, moite. et tout le monde c'est un sue film, dans ouais. ce film-là. C'est un Ils film vont parfait pour l'été. hein. Ah ouais. et ça vend des bagnoles, et ça C'est crapuleux. c'est crapuleux, et il y a cet super acteur là, qui joue une espèce de plouc maître chanteur. Ah oui. Zut, comment il s'appelle? Charles Martin Smith. Non, c'est pas Charles Martin Smith. Il joue Sutton dans Hotspot. Ah oui, William Sadler. Ouais, Oui. William Sadler. Et William Sadler. Lui qui a vraiment une tête. Et alors, je me demande si William Sadler, c'est pas lui qui joue le cowboy dans Mulholland Drive. Est-ce que je me trompe? C'est Ah. possible. Est-ce que je me trompe? Que vous vous trompiez, oui. C'est pas lui Pas du qui tout. joue le... Par contre, il y a Jack Nance qui jouait dans Twin Peaks et qui joue le rôle là d'un banquier amateur de strip club. Mais- C'est ça le truc. La scène d'ouverture de Hotspot, c'est super quoi. Le mec, il arrive, on sait pas d'où il vient. Il arrive avec sa bagnole des années 40, donc film noir à mort, quoi. Et il s'arrête dans un bar, on lui dit on peut pas te servir d'alcool, parce que c'est au Texas, donc c'est un dry state. Et on dit, mais par contre, tu peux aller prendre de l'alcool dans le truc en face. Et le truc en face, c'est un putain de strip club, quoi. Donc il est 11h du matin, et il y a déjà des filles qui sont déjà en train de se trémousser devant des vieux pervers. Et tu dis, ouais, d'accord, ok, bon. C'est ok. beau l'Amérique. Voilà, c'est beau l'Amérique, exactement. Et c'est un film où il fait chaud, c'est vrai que c'est un film où il fait chaud, quoi. Mais c'est un film où tout le monde est chaud, quoi, en fait. Ouais, C'est-à-dire c'est un que film où les tempéraments sont chauds et Tout le monde est chaud, ouais. Ah ouais. Et surtout, c'est une plongée également dans l'Americana par rapport à Out of the Blue. Là, on est vraiment chez les rednecks, le redneck texan, où absolument toutes les relations sont ultra toxiques. Elles sont toutes. Le Que des sexe, faux semblants, des l'argent, mensonges. l'opportunisme. C'est vraiment Et c'est Jim Thompson, hein, Ouais, vraiment. oui, Enfin, c'est c'est vraiment clairement. ça. C'est vraiment Et ça. ça navigue, bien entendu, l'influence du film noir. Et ici, parce que Virginia Madsen en femme fatale est absolument génial. délirante. Ouais, génial. Mais pourtant, tout le monde en fait va se casser la figure dans ce film-là, et pourtant il y a une espèce d'happy end à la morale très ambiguë, où en fait tu te rends compte que deux connards se sont rencontrés et se sont trouvés leur propre alter ego, et du coup on va prendre la route pour aller on ne sait pas où, pour aller arnaquer d'autres gens, arnaquer d'autres gens, parce que on disait que le mouvement était hyper important dans le cinéma de Dennis Hopper. Là, le mouvement, qu'est-ce qui permet? Dans l'introduction, en fait, il permet de fantasmer. Parce qu'en fait, tu as Dan Johnson qui arrive, on ne sait rien de lui. Il est mutique au possible. Tout ce qu'on sait que c'est un connard. On sait juste que c'est un connard. Mais il vient de quelque part. Et à la fin, tu as ce couple de gangsters sans foi ni loi qui part prendre la route. Ouais, c'est des crotales, les deux, quoi. Mais en fait... que Don Johnson à l'époque il sort de Miami Vice, donc c'est une super star glamour, quoi. Il prend le glamour, mais là il est beau gosse, hein. Oui. Mais qu'est-ce qu'ils font le couple au final? En fait, ils prennent la route comme dans un film de John Ford. Ils prennent l'horizon. Donc en fait, c'est le nouveau rêve américain. C'est absolument délirant. Et tout ça, c'est encadré donc par deux autres films, donc qui sont Catchfire et Chasers, alors qui sont pas les meilleurs films de Dennis Hopper, mais par contre dans les deux, il y a plein de trucs cool. Ouais, c'est très drôle. Alors dans Catchfire, il y a Jodie Foster qui est une espèce de rôle à contre-emploi. Juste après son Oscar et juste avant Le silence des agneaux. Et c'est comme c'est une actrice qui a jamais trop joué sur le côté séduction, en fait, sauf pour le remettre en cause, comme c'était le cas dans Les Accusés. Là, alors, je sais pas, j'imagine qu'elle doit être pote avec Dennis Hopper, quoi, tu vois. Apparemment, ça s'est très mal passé. Hein. Oui. Ah, ça s'est mal passé. Oui. Ouais, bon, d'accord. et alors, par contre, c'est un film qui dure 1h26. Le scénario, on comprend rien, et puis surtout, il y a Bob Dylan. Il y a Bob Dylan qui apparaît, et surtout, ça ne raconte rien. C'est pas que ça raconte rien, c'est que c'est pas crédible une seule seconde. En fait. L'hélicoptère à la fin. Non, mais c'est pas du tout possible. C'est un film d'exploit, vraiment Hollywood Night, effectivement. Voilà. Sauf que t'as Jodie Foster, John Turturro, Joe Pesci, Charlie Sheen, Dennis Hopper, qui joue du saxophone. Dennis Hopper qui joue du saxophone. Enfin, dans des chemises bariolées. Donc, des chemises que tu aimerais porter. Donc c'est un film
totalement, à la fois totalement dispensable, mais j'avoue que Oui, mais assez intriguant à Tu n'as regarder. pas boulé ton plaisir. Alors moi j'ai préféré Chasers. Oui, quand même. juste pour Qui est terminer plutôt sur Catchfire, il me semble que c'est le seul. Alors déjà, Ed Lachman à la photo, super générique de début avec cette raffinerie qu'on voit, et surtout il me semble que Et c'est qui nous fait croire qu'on va être dans Out of the Blue en fait, alors que pas du tout. Et en fait je crois que c'est le seul film où on commence à avoir un petit peu d'empathie pour un personnage masculin, parce que en fait Dennis Hopper là il est au bout du rouleau comme pas possible, et t'as envie de lui faire un gros câlin. il est Donc surtout- son rapport à la masculinité il est louche. Ouais. est en train d'évoluer, et ce rapport Mais il est pour vachement aller- infantile, immature quoi. il est immature, et puis pour aller vers des personnages masculins beaucoup moins toxiques, et ça va se retrouver en fait dans Chaser, Ouais, le complètement. film Voilà, le film suivant, qui- où il y a est donc son Tom dernier- fucking Béranger Ouais. pour Yeah, Tom cette Béranger. vieille baderne de Tom Ouais. Béranger qui et, se fait remettre à sa place partout tout le temps, ouais, et donc du coup et qui est très drôle. Enfin moi j'ai trouvé le film drôle. Hein, Qui est un film franchement. sur deux gars Levy qui doivent convoyer une meuf Par contre, pour un c'est du procès. comique troupier. Ouais. C'est pas ce qui se fait de plus subtil Non. en termes mais d'humour. ça marche, il y a un rythme, Mais il y a des, il y a un moi, sens je du trouve qu'il y a timing des gars, qui est il y a cool. des gars qui sont super dans ce film-là, et puis surtout c'est de voir ces deux mecs qui sont des boules c'est vraiment pour le coup des boules de testostérone, je veux dire, qui se train de baver devant une playmate. voilà, qui sont en train de baver devant la meuf qu'ils sont censés transporter, puisque c'est une fille qui est menacée de prison, qui est une militaire, mais qui est menacée de prison, qui doivent convoyer. Et elle est comme justement les femmes dans Hotspot, et quelque part comme Jodie Foster dans Catchfire, elle est beaucoup plus maligne qu'eux. Elle est beaucoup plus intelligente qu'eux, et elle leur fait. Elle les mène littéralement par le bout de leur dard. Voilà, exactement. Et en fait, elle sait exactement que les mecs, c'est juste des mecs qui pensent avec leur bite. Et Même Dennis Hopper se fait avoir dedans. Et même Dennis Hopper se fait avoir dedans avec une super scène où il a une poupée gonflable. Voilà, bon, bref. Et voilà. Donc, alors là, pour le coup, c'est vraiment des films. C'est des films extrêmement masculins, ces trois films-là. C'est quand même des films avec un regard masculin extrêmement Le regard présent. masculin Très qui marqué. évolue Mais avec les deux derniers, voilà, avec mais- Chaser et Catchfire. Donc je me demande, en fait, c'est ce que tu disais tout à l'heure sur le rapport de Dennis Hopper avec son regard social ultra réactionnaire. En fait, ici, il est à l'inverse Mais encore une fois, ouais, de ce que proposait un cinéma hollywoodien testostéroné. Parce que tu regardes ici, c'est totalement tu regardes ces l'inverse, trois c'est- films-là, hallucinant. les figures masculines sont plutôt ridiculisées quand Oui. tu regardes ça. Et ce qui est pas le cas. Parce que même dans Hotspot, alors, hein. par contre, effectivement, en revanche, effectivement, les figures féminines sont extrêmement sexualisées. Même Jodie Foster, ce qui est pas peu dire quand même. Non, quoi. ce qui Parce est pas- qu'arriver c'est à pas transformer Jodie Foster en pure séductrice, alors que c'est pas du tout son style d'actrice. Elle a jamais joué vraiment sur ce terrain-là. C'est assez étrange à observer. D'ailleurs, il y a une espèce de dissonance cognitive d'ailleurs. Voilà, mais ce qui montre aussi d'ailleurs qu'elle est capable de tout jouer en fait. Exactement, quoi. elle C'est était aussi le trop talent. forte. Voilà, Donc voilà, c'est la carrière bigarrée de cinéaste Ouais, de mais c'est- On de aurait Denis pu Hopper. prendre une heure de plus. On hein. aurait pu prendre une heure de C'est plus, mais mais- Chaser, moi, je regarde. m'attendais, Chaser, faut le regarder. je m'attendais à ce sympathique. que ce soit beaucoup plus mauvais que Oui, ça. moi aussi. Je m'attendais à ce que ce J'étais soit beaucoup surpris plus mauvais parce que que ça. vu le pitch, je me dis, vu Ouais. l'affiche, le Ouais, clip exactement. C'est pas très fin. C'est pas très fin, c'est même pas fin du tout. Il y a du Gary Busey. Ah oui, mais ouais, il y a une j'adore scène avec Gary Busey. Busey. Il y a Qu'on fait des caisses, hein. Ah, mais qu'on fait des Ah, bah, caisses. toujours, et pas qu'on fait des qui fait Gary caisses, Busey, ouais, quoi. Ah mon Dieu, quoi. Ce monde de mecs, ce monde de mecs Donc, qui. Voilà, revoyez c'est les complètement films de incroyable. cinéastes de Denis Hopper, c'est absolument formidable. Je mettrai les coups de cœur sur la page du podcast parce qu'on est quand même bien charrette. Ouais, on est trop- on est Donc trop revoyez tard. les films de Denis Hopper, c'est quand même formidable. C'était beau le cinéma quand c'est bien. C'était la dernière de la saison. On se retrouve à la rentrée prochaine au début du mois de septembre. Merci beaucoup Margot à la mise en son de cette émission. Merci Fleuret, merci Cadoret d'avoir pas de quoi. participé à cette émission. On vous souhaite un bon été à toutes et à tous. Prochaine édition. À ciao, bonsoir. Bonnes vacances. Headset